Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir Cédric. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on va aborder l'éducation non genrée avec Cédric Rostin. Cédric, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes activités ? Alors moi, déjà merci pour l'invitation. Je suis très content de passer dans votre podcast. Donc moi, je suis papa avant tout. Je suis papa d'une fille qui est instruite en famille, qui va bientôt avoir 4 ans. Et à côté de ça, j'ai un podcast. Je suis podcasteur du podcast Papatriarcat, un podcast engagé qui cherche à penser la parentalité sous un angle différent, contre les inégalités et pour l'enfance. À côté de ça, je suis aussi thérapeute spécialisé sur l'enfant intérieur, en utilisant notamment l'approche de la programmation neurolinguistique. À côté de ça, je suis aussi auteur du livre « Tu vas être papa » qui s'adresse aux pères, futurs pères, et assez bizarrement, et en tout cas de manière très inattendue, qui parle beaucoup aux mères ou même aux parents depuis de longue date. Ça m'a beaucoup surpris. Et à côté de ça, je suis aussi conférencier donc sur le sujet de la paternité et de l'éducation dite bienveillante, positive, sous un angle différent. Un profil hyper complet. J'ai plein de trucs, c'est trop cool. On voit que t'as pas le temps de t'ennuyer. Exactement. Yes. Et ben du coup, pour introduire le sujet, on va passer sur la partie théorique. Marie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ce qu'est le genre ? Oui. Alors, c'est pour débuter, si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus complet sur la question identitaire de la sexualité, du sexe biologique et du genre, on vous invite à revenir sur l'épisode qu'on a fait le mois dernier autour de la construction de l'identité et de la sexualité, où on aborde notamment la question du genre. Donc, petit rappel, le genre, c'est une dimension sociale des rôles qu'on assigne aux individus à vulve ou à pénis. C'est pas juste une construction sociale des sexes, mais c'est une construction sociale des différences sexuelles. Il y a Catherine Vidal, une chercheuse neurobiologiste, qui a démontré l'impact majoritaire de la construction du fonctionnement cérébral et donc de la construction identitaire. Au-delà des différences biologiques, en fait, cet impact majoritaire résulte de l'environnement socioculturel. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on apporte à l'enfant dans sa construction qui va définir son genre et ce qu'on met dans son genre. Il faut aussi se dire que la construction du genre, c'est pas linéaire, parce que les marqueurs, ils changent, ils évoluent avec l'âge, et ce qu'on identifie au genre masculin ou féminin, ça va être différent selon qu'on ait 3, 9, 13 ou 18 ans. Et donc, ce qui peut être important, ça va être de laisser l'exploration des possibles sans attente ou jugement, en étant dans l'accompagnement. Ça permet d'ouvrir les possibles de manière sécurisée pour une construction identitaire réfléchie. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui nous amène maintenant à nous questionner sur la notion de genre ? Dans la réflexion qu'on a pu avoir en échangeant, en préparant l'épisode, on s'est dit qu'en fait, il y avait une question de sexisme dans la société qui faisait on était amené à se questionner sur pourquoi un genre est plus favorisé qu'un autre, ou voilà, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de genre qui amène des inégalités. Et donc sur le sexisme, il y a le Haut Conseil de l'égalité qui définit le sexisme comme une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Et on a trouvé un petit article qui donnait des petits chiffres sur tout ça, sur le sexisme dans la vie de tous les jours, où on voit que les choses sont quantifiables et qu'il y a de la discrimination qui peut être à la fois bête et méchante, mais aussi pénalisante et même révoltante. Par exemple, on sait que les hommes gagnent en France en moyenne 19,2% de plus que les femmes en termes de salaire. Seulement 2% des rues françaises portent des noms de femmes. On a aussi, par exemple, 20% seulement de femmes parmi les experts invités dans les médias. C'est quand même vraiment pas beaucoup. Et entre un autre chiffre un peu sorti comme ça, entre 1870 et 2004 à Paris, il y a eu 24 statues de femmes érigées contre, attention, 325 statues d'hommes. Voilà. Et le dernier chiffre que j'avais là sous la main, c'est que 40% de femmes ont renoncé à fréquenter des lieux publics suite à des vécus de sexisme. Ça fait quand même presque une femme sur 2. Ouais, c'est vraiment questionnant encore. Du coup,
aujourd'hui, on parle d'éducation non genrée, éducation genrée, mais qu'est-ce qu'on met derrière tous ces éléments ? Alors, l'éducation genrée, on peut la résumer sur les attentes qu'on a, conscientes ou non, vis-à-vis des enfants qui sont impactés par le stéréotype de genre et qui vont elles-mêmes avoir des conséquences, ces attentes sur la construction de l'enfant en dessinant un cadre défini par son sexe biologique sur lequel on construit un rôle social, donc le genre. Et il y a une étude qui a été faite par l'Institut des sciences cognitives entre le CNRS et Lyon 1, qui a été publiée en janvier 2020 dans la revue Sex Roll, qui démontre que dès 4 ans, les notions de pouvoir et domination sont associées à la masculinité. À 4 ans, donc. Voilà. En opposition à ça, on a ce qu'on appelle l'éducation non genrée. On peut aussi dire non sexiste ou égalitaire. Les 3 termes sont employés. Et l'idée, c'est d'offrir la possibilité à l'enfant d'être lui-même, avec des activités multiples, sans lien avec son sexe biologique, et qui vont être du coup détachées des stéréotypes sociétaux de genre. Très bien. Et tu voulais du coup nous ramener des chiffres en plus qui te paraissaient intéressants du coup par rapport à cette éducation genrée, non genrée du coup. Oui, j'ai eu 2 articles là sur lesquels je me suis vraiment appuyée pour la suite de ce que je vous apporte, qui sont qui a été dans la revue Empan par Evelyne Réou, qui parle des stéréotypes de genre qui sont omniprésents dans l'éducation des enfants, mixés avec la question les jeux d'enfants ont-ils un genre, que j'ai trouvé sur The Conversation. Et du coup voilà, dans ces articles, il est dit que il y a le bulletin officiel publié de l'Éducation nationale a révélé qu'en matière d'orientation, il y a 8 filles sur 10 qui se regroupent dans 4 spécialités du service. Donc on a secrétariat, comptabilité, commerce, sanitaire et social. Voilà. 8 filles sur 10 sont dans une de ces 4 filières-là, et alors que les garçons, ils font des choix beaucoup plus diversifiés. Et il y a une filière qui est vraiment identifiée comme spécifiquement féminine, c'est les sciences médico-sociales, où on a à peu près 5% de garçons généralement dans cette filière-là. À côté oui, Cédric, tu... Non, pardon, je sais pas si tu allais y venir, mais je voudrais rajouter la dernière étude PISA qui est sortie. Je sais pas si t'avais prévu. Non, je l'ai pas mise dans les chiffres. Une étude PISA qui est sortie il y a quelques semaines qui interroge des ados de 15 ans, en fait, scolarisés, j'entends. C'est très, très intéressant de voir que, aux mêmes questions, ce qui ressort, c'est que les filles de 15 ans considèrent que quand elles réussissent, il y a toujours un coup de chance qui entre en jeu. Enfin, il y a majoritairement un coup de chance qui entre en jeu, plutôt. Et quand elles échouent, c'est dû à un manque de talent. Alors que les garçons de 15 ans, majoritairement, quand ils réussissent, c'est dû à leur talent. Et quand ils échouent, c'est dû à un mauvais coup de chance. C'est fou, en termes de construction genrée, si tu veux, on est bien. Oui. Et c'est très intéressant parce que tu vois, ça influe directement sur l'estime de soi. Il y a mon côté thérapeute qui ressort là, mais c'est extrêmement lié, quoi. Ah, mais totalement. Le syndrome de l'imposteur, comment on l'appelle De l'imposture. De l'imposture, oui. Et oui. Terme non genré du syndrome de l'imposteur, qui par ailleurs est beaucoup plus subi par les femmes que par les hommes, donc qui est très mal nommé par ailleurs. Épisode des couilles sur la table sur le sujet. Petite reco en passant. Et du coup, pour compléter, aller au-delà de ça, après du coup l'école, le lycée et les études, et en 2002, il y avait l'INSEE qui avait publié des chiffres aussi où ils ont dénombré 31 catégories socio-professionnelles. Dans ces 31 catégories, il y a 60% des emplois féminins qui sont regroupés dans 6 sur les 31. Contre 53% en 83. Donc on voit que ça augmente le nombre de pourcentages. Et donc il y a tout ce qui est employé, fonction publique, commerce, etc. Personnel de service aux particuliers, institutrices, professions intermédiaires de la santé, voilà, comme par exemple les infirmiers ou infirmières. Et donc ça, c'est des chiffres qui ont été publiés par une chercheuse sociologue au CNRS qui s'appelle Margaret Muriani. Et les derniers chiffres que j'avais, c'est que dans les livres, les personnages masculins, ils sont beaucoup plus présents et visibles et
et avec une place beaucoup plus importante que les personnages féminins, que ce soit par exemple dans les titres, 78% contre 25% des femmes, ou dans les couvertures où là on est à 78 contre 48, ou encore les illustrations. Les hommes vont occuper davantage de rôles principaux quand les personnages féminins ils vont avoir plus de rôles secondaires. Par exemple, on a 83% des pères qui ont la place de héros contre 17% des mères. Voilà. On peut aussi citer le fameux test de Bechdel sur les supports culturels et notamment cinématographiques. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Le test de Bechdel, en fait, on se pose 3 questions. Est-ce qu'il y a un personnage protagoniste féminin ? Est-ce qu'il y a plus d'un personnage protagoniste féminin ? Déjà, est-ce qu'il y en a un, c'est pas mal. Est-ce que s'il y en a 2, est-ce que ces 2 personnages protagonistes féminins ont un dialogue ensemble ? 3e question, est-ce que lors de ce dialogue, elles parlent d'autre chose que d'un protagoniste masculin et de leur relation avec ? Et le nombre de films qui ne passent pas le test de Bechdel est incroyable. Incroyable. Oui, c'est pas étonnant au final. Par rapport à ce que tu vois juste ce qui s'est construit jusque-là en termes de culture, en fait, c'est pas. Et du coup, pour continuer sur les livres, dans les contes, on voit, mais ça, je pense que ça peut aussi aller sur les films ou les dessins animés. On voit que les filles, elles sont cantonnées à des activités qui sont plutôt inutiles, superficielles, quand les garçons, eux, ils vont avoir des rôles qui les font réfléchir, décider ou se battre. Et il y a des études qui montrent aussi que un personnage animal asexué, par exemple, il va être identifié par l'enfant comme un garçon et alors que il sera identifié comme une fille uniquement si l'animal est vêtu par exemple d'attributs en lien avec la coquetterie ou le travail. Voilà, un chapeau, des bijoux, du maquillage, un tablier, voilà, des choses comme ça. Si l'animal n'a pas d'habits ou d'attributs typiquement féminins, il sera identifié comme un garçon. Et pareil pour tout ce qui est animaux puissants ou imposants, ils vont être identifiés comme des garçons, comme le lion, l'éléphant par exemple, ou l'ours, alors que tout ce qui est petits animaux, insectes, souris, oiseaux, ça va plutôt être identifié sur un rôle de fille par les enfants. Tout comme les rôles et activités des personnages, sur les rôles féminins des héroïnes, du coup on va plutôt être sur un rôle de mère, un rôle d'activité domestique, qui fait les devoirs avec les enfants par exemple, alors que dans les rôles masculins on va retrouver plutôt des choses autour de l'activité professionnelle du héros, ou alors quand il est présent dans l'éducation des enfants, il est plutôt sur des activités récréatives. Et ça, tout ça, c'est des stéréotypes qu'on retrouve aussi dans le choix des apports des manuels scolaires à l'école, sauf, je trouve que j'aime bien leur travail, donc je trouve que c'est important de leur souligner, un manuel, un collectif qui s'appelle Le Salon des Dames, qui a fait plusieurs manuels scolaires où justement ils vont chercher des choses autour des femmes, en littérature, ils ont refait un manuel scolaire pour tout le collège, tout le programme de français au collège, et c'est que des textes d'autrices. Voilà. Parce que dans les manuels scolaires lambda, alors il y a un mélange, mais il y a quand même encore une majorité de textes d'auteurs. Et donc, Marie, quand on pense éducation genrée, on pense jeux et jouets. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans la littérature? Alors là, c'est pas tellement, c'est plus dans la société actuellement. Il y a un sociologue qui s'appelle Serge Chaumier qui a défini 3 séquences de jeux joués pour les filles. C'est-à-dire que soit ça va être des jeux, enfin quand c'est genré, soit ça va être des jeux de séduction, tout ce qui est matériel de beauté, etc., etc. Soit ça va être sur la maternité. Soit ça va être sur tout ce qui est tâches domestiques. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve pour les enfants dès 18 mois. Parce que c'est l'âge où on commence le mimétisme. Et même dans ces jeux-là de domestication, on retrouve des apprentissages d'organisation, de rangement au sens pratique pour les filles, parce qu'il va y avoir des tiroirs pour ranger les affaires, organiser le truc, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà des attentes spécifiques aux jeux genrés filles, à des compétences spécifiques. Ça met la pression à genre 18 mois déjà.
Et donc ça montre aussi que l'intransmission à l'enfant, on cantonne le rôle de mère à l'apparence, à la maternité et au foyer, et jamais dans les jeux ou jouets elle est mise en situation professionnelle ou publique, à l'inverse dans ce qu'on peut proposer dans les jeux genrés garçons, où là on va être sur des jeux beaucoup plus diversifiés en termes d'activités professionnelles, de réflexion, d'apprentissage, etc. Et donc cette hiérarchisation des jouets, elle entraîne une dévalorisation du genre en fait, et parce qu'on va encourager les filles à aller jouer avec des jeux de tout genre, et à l'inverse, on décourage, voire on interdit, alors pas tout le monde évidemment, hein, mais encore majoritairement, aux garçons d'aller vers des jeux genrés filles, parce que on va associer ça à de la faiblesse ou à du ridicule, ou alors à de l'inutile. Et du coup, quand on disait tout à l'heure, les jeux de garçons, eux, vont être assimilés plus à des jeux d'indépendance, d'initiative ou d'expérience positive. Et il y avait un truc que j'avais trouvé super intéressant, c'est que dans les jeux de société, quand on passe un certain âge, après 12 ans, on a une hypersexualisation de la femme, que ce soit dans les images qui sont proposées, que ce soit par exemple dans les habits, dans les poses qu'elle prend, voilà. Et les figures du féminin, ça va être soit la petite fille, la sorcière, la religieuse, ou alors la femme frigide ou fatale. Alors que la figure du masculin, elle va être beaucoup plus variée, même si elle reste aussi assez caricaturale dans quand même beaucoup de jeux. Voilà, pour les jeux, ce qu'il faut questionner, c'est est-ce qu'il faut dégenrer le jeu, ou est-ce qu'il faudra travailler les usages, parce que finalement, une fille ou un garçon qui joue avec une poussette, faut pas forcément même la même intention dans ce qu'il joue avec la poussette, ou alors est-ce que c'est juste l'intention, est-ce qu'il faut genrer l'intention en fait. Enfin, voilà, il y a plein de questions, je pense, sur lesquelles on pourra revenir après tout à l'heure. Je terminerai juste par le fait que l'article soulignait que en fait le stéréotype de genre il était présent tout le temps, partout, parce que au final il est dans une majorité de médias pour les enfants où les femmes elles sont vraiment maintenues dans une configuration assez traditionnelle de leurs conditions et de leur devenir, et alors qu'à l'inverse on voit un témoignage de l'évolution du rôle sociétal des hommes. On a davantage de visibilité dans la littérature enfantine de la femme, mais on n'a pas tellement de changements encore des stéréotypes véhiculés en fait. Alors que du coup, on attribue davantage de rôles qui sont plus valorisés à l'homme dans l'espace privé, où en final, on voit une certaine conformité dans l'évolution sociétale, parce que le père s'implique davantage dans la dimension éducative de l'enfant, mais pas forcément dans la recherche des rôles moins gratifiants comme les tâches domestiques, ou alors il y a avec un besoin de reconnaissance. Et là, on peut vous renvoyer à l'épisode qu'on a fait avec Marie sur la charge mentale, avec tous les chiffres qu'on a pu trouver à ce moment-là sur toutes ces questions-là. Et en fait, la problématique de la récurrence de ces propositions de stéréotypes du genre, qui se retrouvent donc dans les jouets, la littérature, les dessins animés, la publicité, le matériel pédagogique, le vocabulaire courant, les réflexions quotidiennes qu'on peut faire, cette omniprésence, elle conditionne le stéréotype de genre dans la construction identitaire de l'enfant et la définition par lui-même de sa place au sein de la société. Et donc finalement, l'enfant va finir par s'auto-censurer de manière implicite dans le choix de ses propres activités. Et donc, en fait, ça impacte énormément sa construction et tout ce qu'il va faire. Et le stéréotype, il est important dans la construction de l'enfant pour lui permettre d'abord d'appréhender le monde d'une manière un peu plus simple. Ce qui est important, c'est après de casser le schéma restrictif qui s'est installé pour amener davantage de nuances et de complexité et surtout ouvrir les possibles. Là, je reprends Pierre Psychoquack sur le dernier épisode, pour construire l'identité, son identité propre. Et parce que notre éducation à nous, elle a inscrit des schémas inconscients en tant que parents, avec tout ce qu'on a pu connaître enfant. Et ce qui, je pense, est important, mais pareil, on va pouvoir revenir dessus juste après, c'est sans doute de les identifier pour pouvoir les déconstruire et reconstruire et changer la transmission qu'on a envie d'apporter à nos propres enfants, et surtout derrière aller apprendre à l'enfant une lecture critique du monde qui l'entoure et l'accompagner dans une autonomisation de pensée et l'amener sur une ouverture de sa pluralité à être. Voilà pour mon petit temps théorique. Merci Marie. Du coup, toi Cédric, la question de l'éducation genrée, comment est-ce qu'elle t'a percuté ? À quel moment elle t'a percuté ? Comment elle t'a percuté ? Est-ce que c'était quelque chose... Donc, t'as un enfant qui a 4 ans, si je dis pas de bêtises. Le 7 juillet.
le 7 juillet, bientôt. Et donc du coup, est-ce que voilà, c'est quelque chose toi qui est venu très rapidement te questionner ou pas du tout, ou c'est au fil de l'eau Alors, moi, si tu veux, par rapport à l'éducation genrée, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce que moi j'ai grandi. Donc moi j'ai grandi dans une famille où régnait le sexisme ordinaire classique dans les années 80-90. Hein. Je n'ai jamais vu mon père passer un coup de balai dans la maison. En revanche, toujours bien nettoyer son atelier où il travaillait. Ça, il y a pas de problème. Non, je veux dire, c'est pas un sujet de compétence en fait, tu vois. C'est pas un sujet de compétence, c'est un sujet de représentation et de rôle genré. Je dirais, il savait très bien manier un balai, donc juste il le faisait pas. Et en même temps, j'ai aussi grandi dans le milieu professionnel, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, où il y avait pas de, alors il y avait du genrisme. Je reviendrai plus tard, si vous voulez, sur la définition de genrisme. Il y avait du genrisme, mais il n'y avait pas, en tout cas, de limite de la part de l'employeur, puisque moi, quand je suis arrivé dans mon entreprise, je travaillais avec des hommes, des femmes à mon niveau, au-dessus de moi, des personnes blanches, noires, d'origine maghrébine, en situation de handicap. Voilà, je ne... Pour moi, en fait, c'était la norme, si tu veux, de travail, en tout cas. Après, j'ai voulu dans une société, je voyais bien qu'il y avait des choses autour de moi. Et mais j'ai toujours évolué dans le monde professionnel, notamment avec cette idée que, en fait, pas besoin d'avoir un pénis ou une vulve pour diriger correctement. Par contre, en effet, les stéréotypes de genre et les normes genrées font que on dirige, entre guillemets, de manière différente. Ça, c'est assez clair. Et évidemment, je le dis aussi, il y a une manière que je préfère que l'autre, qui est celle plutôt amenée par les femmes, très clairement. Et parce que les concours de quéquette et les concours de testostérone, après à coup de présence physique dans les bureaux et dans les réunions façon boys club, si tu veux, c'est juste ridicule quand tu y penses. Et on perd un temps fou et une énergie folle dans ces échanges stériles. Donc, moi, si tu veux, c'est vrai que je suis arrivé avec ça, si tu veux, avec cette connaissance-là. Je suis devenu papa avec ce parcours-là aussi. Et moi, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est même pas le sujet spécifique des stéréotypes de genre, c'est surtout le sujet du rapport de l'adulte à l'enfant. Parce qu'une fois que tu comprends que l'enfant disons-le, est un génie des potentialités, et que tout ce qu'on vient faire en fait avec nos normes sociales, je parle pas des sujets de sécurité et de préservation et du vivre ensemble. Je parle justement dans cette idée d'ouvrir le champ des possibles. En fait, si je peux me permettre de non pas de corriger, mais de paraphraser et de peut-être d'alimenter différemment le propos de Psycho Quack que tu as cité, c'est pas qu'on vient ouvrir le champ des possibles, c'est qu'on vient redire que c'est possible à un endroit où l'enfant a un jour dans son parcours entendu ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et ensuite, pour le coup, j'ai parlé du genrisme et je voudrais ouvrir une réflexion à vos auditeuristes. J'adore ce néologisme. J'aimerais ouvrir une réflexion à vos auditeuristes. C'est que, tu vois, on a utilisé le mot sexisme, d'accord ? Moi, j'ai utilisé le mot genrisme. Les deux existent et coexistent, selon moi. Ce que je veux dire là, c'est juste une réflexion personnelle, donc ne cherchez pas d'études que je vais citer, puisque je n'en citerai pas. Voilà. Mais je vous invite juste à réfléchir à ça. En français, on a un problème sémantique avec le mot homme et femme. Pourquoi ? Parce que pour un seul mot, on désigne le sexe et le genre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à observer et surtout qui vient amener un problème de compréhension du sujet. Parce que, en fait, encore plus aujourd'hui, on est confronté à des situations où on peut être une personne à vulve et être un homme. D'accord ? Donc, si on est un homme, il faut pouvoir séparer ces deux sujets. Et peut-être qu'on ouvrira la parenthèse du sujet dans le militantisme, mais je vais finir mon explication d'abord. Et en fait, ça, c'est un vrai gros sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets qu'on appelle sexisme qui sont en fait du genrisme. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Parce que ça
ça pose des problèmes d'identité aujourd'hui à des gens qui se reconnaissent de par leur identité sexuée et pas forcément leur identité de genre et qui sont attachés à cette identité sexuée. Quand on ne leur parle que de leur genre, ce sont des personnes qui se sentent attaquées, mâles comme femelles. Alors je sais pas pourquoi en français dire mâle et femelle c'est un espèce de grand tabou, alors que dans d'autres langues il n'y a aucun problème. Voilà, alors, on le dit pour les animaux, nous sommes des animaux, bon écoute voilà, on peut peut-être parler de sexuation, c'est ok, et peut-être détacher la sexuation du genre, ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Mais surtout en fait, moi ce que j'ai noté, et là encore une fois j'essaie de me placer du point de vue de l'enfant et de l'enfance, c'est que quand on parle de sexisme, quand on parle à un enfant de sexisme, il entend quelque chose qui tient au sexe. L'enfant à partir de 7-8 ans, et ça tous les psychologues et les pédopsychiatres pourront le confirmer, l'enfant vers 7-8 ans, il comprend l'immuabilité biologique de son sexe. D'accord ? Je dis pas que ça sera le cas pour le reste de sa vie, mais en tout cas, il intègre ça dans sa différence mâle-femelle. Donc quand on parle de sexisme, quand tu as dit tu as été victime de sexisme, tu as été victime de quelque chose qui a à faire avec... tu as été victime de quelque chose qui a à faire avec ton corps, avec ce que toi tu portes. Quelque part, tu es le problème. Quelque part, c'est ce que toi tu as dans ton corps qui est le problème. Alors que si on vient lui dire tu as été victime de genrisme, si on vient lui expliquer ce que c'est le genre, si on vient lui expliquer que tu as été victime des normes sociales que les gens t'attribuent, ce n'est plus lui le problème, ce n'est plus lui ou elle par ailleurs, ce n'est plus elle le problème, c'est l'enfant, et je me place du point de vue de l'enfant, bien entendu ça marche avec les adultes, hein, mais l'enfant peut comprendre qu'en fait c'est l'environnement qui est problématique, ce n'est pas spécialement sa personne, du moins ce n'est pas son corps, ce n'est pas le fait d'avoir un pénis ou une vulve qui est problématique, c'est le fait qu'on lui attribue des caractéristiques du fait qu'il ait un pénis ou une vulve et qu'on a des attentes sociales dans le rôle qu'il doit jouer par rapport à ça. Voilà pourquoi est-ce que je préfère utiliser le mot genrisme pour bien des situations, et bien sûr qu'il y a des situations de sexisme. Quand on tue des enfants ou qu'on avorte des femmes de force dans un pays comme l'Inde parce qu'elles ont une vulve, ce n'est pas... Alors là, on a quelque chose de très intéressant, parce qu'on a un sujet qui se mélange, par exemple, c'est bien une question de sexisme, puisqu'il y a une atteinte qui est portée parce qu'il y a une vulve, mais il y a aussi une question de genrisme, puisqu'en fait, on ne veut pas qu'un être auquel on va attribuer les stéréotypes de genre des femmes viennent sur cette terre. Et ça, c'est très intéressant parce que si on séparait les deux, en fait, on pourrait se dire, elle peut très bien avoir une vulve et elle peut épouser les genres, les stéréotypes de l'homme. Tu vois, par exemple. Après, moi, je suis pour qu'en fait, le genre, on s'en foute. Je suis pour l'abolition du genre totale et complète et absolue. Et l'enfant et l'enfance est pour moi aussi une clé de réponse là-dessus, puisque, comprenons-nous bien, n'importe qui a osé échanger d'égal à égal avec un enfant, même un très jeune enfant, qui sait s'exprimer verbalement de manière cohérente, en tout cas compréhensible plutôt, parce qu'il a sa propre cohérence, vous avez peut-être vous-même déjà entendu un enfant dire « Non, mais en fait, il n'y a pas de différence. » Enfin, je sais pas, Thomas c'est Thomas, Sophie c'est Sophie. En fait, l'enfant, lui, ne voit que diversité. C'est nous qui venons lui dire « Oui, enfin, tu vois bien que Thomas et toi, vous êtes blancs et que Sophie, elle est noire. » Tu vois ? Je sais que je saute sur le sujet du stéréotype de couleur de peau, mais un stéréotype, ça reste un stéréotype. Et c'est à dessein que je le fais, parce que les stéréotypes racistes ont plus tendance à nous choquer en France que le stéréotype sexiste, qui reste bien ancré dans les mœurs. Mais passons. En fait, c'est ça qu'on vient dire à l'enfant. C'est nous qui venons dire à l'enfant et à l'enfance, qui ne voit que la diversité, qui ne voit que la richesse de cette diversité. C'est nous qui venons lui dire « Ah oui, mais tu vois, parce que c'est une fille, parce que c'est un garçon, ceci, cela, il va se passer ci, il va se passer ça. Oh, puis elle est chiante, et puis de toute façon, elles savent pas jouer au ballon. Et puis de toute façon, les garçons, ils peuvent pas jouer à la dinette et tout ça. » Voilà pour le sujet du genrisme et du sexisme la parenthèse que je voulais ouvrir, et je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse par rapport au sujet militant sur le sujet du sexisme et du genrisme. Moi, je vois aujourd'hui, et je sais que je prends pas ou très peu la parole sur le sujet parce que je sais bien que c'est pas ma place en tant que mâle hétéro blanc cisgenre, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ce problème sémantique sur les mots homme-femme qui mélange sexuation et genre crée de vives tensions dans les mouvements militants, alors que si on séparait la sexuation justement du genre et qu'on parlait de sexisme et de genrisme, au lieu d'avoir une lutte sur des identités qui sont toutes légitimes
et qui s'affrontent sur un mot qui pose problème, on aurait justement un croisement à l'intersection sur le genrisme qui touche, pour le coup, chaque population concernée dans son identité, dans son quotidien. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu complexe, j'espère que j'ai été clair. Non, c'est super intéressant. C'est vraiment très très chouette, et de repréciser ça en fait en français, la sémantique peut amener des points de confusion, et c'est vrai que utiliser le genrisme qui est bien un fait sociétal, je pense que c'était un très bon point à éclaircir, et je te remercie du coup Cédric d'avoir ramené ce terme et cette précision. Pour donner un exemple plus clair peut-être et plus quotidien aux personnes qui nous écoutent et potentiellement aux femelles, en l'occurrence, le fait que les protections périodiques ne soient pas prises en charge par la sécurité sociale, par le gouvernement, par l'environnement dans lequel nous évoluons dans la société, c'est du sexisme. Parce que ça touche à un sexe. Et ce sexisme concerne des femmes, principalement, comme des hommes. Et en fait, de séparer la sexuation du genre me permet de tenir ce propos de manière cohérente, construite et compréhensible pour tout le monde. En revanche, dire à une femme « Putain, mais t'as tes règles ou quoi ?» Ça, c'est du genrisme. Parce qu'une personne en face de moi, qu'elle ait un pénis ou une vulve, je vais, moi, avoir reconnu le genre femme dans son identité de genre, je vais lui attribuer le stéréotype de genre, parce qu'elle a un moment où... ou bien peut-être parce qu'elle est agacée, ou bien parce que je la pense hystérique, ce qui est encore plus un préjugé. Merci Freud. Ou bien tout simplement parce qu'elle exprime une colère, et que la colère étant une émotion totalement illégitime chez les femmes, il faut bien la légitimer de manière, pour le coup, sexiste et genriste. Et voilà, on arrive à la fin de la première partie de notre épisode avec Cédric. On espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, et on se retrouve vendredi dans 15 jours pour entendre la suite et fin de nos échanges autour de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à partager vos ressentis de cette première partie d'épisode, à nous faire des retours, que ce soit en boîte privée, sur Insta ou Facebook, ou alors par mail, toujours à letempsduneliberté@gmail.com, et on sera toujours très heureux de vous lire et de vous répondre, à vos questions. Et on se retrouve pour la fin de l'épisode, donc vendredi dans 2 semaines.